Donc, vous avez vu le titre du livre, Où sont les joueurs francophones, puis le titre de la conférence aujourd'hui, Plus de joueurs francophones des Canadiens de Montréal, nécessaire et possible. C'était le but du livre à l'époque, mais quand on publie chez un éditeur, on négocie le titre avec l'éditeur, puis ce titre a été trouvé par l'équipe qui a décidé de publier mon petit ouvrage là, sur le Canadien de Montréal. Je vais juste vous raconter un peu pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. D'abord, Éric l'a dit, je suis un fan, j'écoute le hockey depuis toujours, j'ai des souvenirs d'enfance très forts. Mais un jour, j'étais dans une conférence très sérieuse à Montréal, puis le conférencier invité, c'est une conférence internationale, le conférencier invité, c'était Pierre Boivin, président du Canadien de Montréal. Et donc, il a fait sa présentation, puis après, il y avait une paire de questions, puis je n'ai pas pu m'empêcher d'aller lui demander, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de joueurs francophones chez le Canadien de Montréal depuis déjà pas mal longtemps? Puis il m'a dit, mais c'est nous qui en repêchons le plus dans la Ligue. Puis je me suis dit, comment ça on en repêche le plus dans la Ligue? On n'en a pas plus, il y a d'autres équipes qui en ont plus que nous. Je me suis plongé dans les statistiques, j'ai découvert que d'abord, cette affirmation était fausse. L'équipe qui avait repêché le plus de joueurs francophones dans la Ligue au moment où j'ai compilé les statistiques, c'était Philadelphie et non pas Montréal. Puis ensuite, ça dépend où on les repêche, comme vous le savez. Si on les repêche à la fin du repêchage ou au début, ça change bien sûr toute la dynamique. Donc, aujourd'hui, c'est, dans le fond, montrer pourquoi c'est nécessaire et possible d'avoir plus de joueurs francophones dans les Canadiens de Montréal. Moi, je pense que c'est impossible de ne pas avoir de joueurs francophones avec le Canadien de Montréal. C'est la tradition, c'est sa marque, c'est son identité profonde. On valorise d'ailleurs les grandes idoles francophones beaucoup plus que les grandes idoles anglophones dans l'équipe du Canadien. On va nous parler de Maurice Richard, de Guy Lafleur et des compagnies, mais on va moins souvent nous parler de Doug Harvey ou de Toe Blake, si vous voulez. Puis je dis, tant qu'il va y avoir des joueurs francophones dans la Ligue, c'est sûr que le Canadien doit en avoir. C'est impensable qu'il n'y en ait pas. Ça fait partie de son identité. Le public est francophone en majorité, donc ça n'a pas de sens. Bien sûr, la grande question qu'on peut se poser, c'est combien ça prend de joueurs francophones dans une équipe pour qu'on ait un équilibre puis un effet aussi. Parce que pour moi, il y a un effet d'avoir des joueurs francophones dans une équipe, il y a un effet sur le jeu. Bon, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que c'est possible encore d'y arriver aujourd'hui. Et pour ce faire, j'ai étudié les stratégies des différents directeurs généraux de l'équipe depuis le début des années 80 pour voir comment on pouvait y arriver. Parce que pour moi, il y en a un qui est arrivé, il s'appelle Serge Savard. Et les autres, après, ont eu pas mal de problèmes avec cette question-là. Puis on va regarder un petit peu pourquoi. Mais avant, il faut revenir à cette idée-là de la grande tradition canadienne-française. J'ai bien dit canadienne-française, parce que c'était pour la plupart des Québécois, mais des Canadiens français aussi de l'extérieur du Québec. Si vous regardez ce tableau, c'est les conquêtes de la Coupe Stanley du Canadien de Montréal. Et vous voyez qu'à partir des années 50, le Canadien n'a jamais gagné la Coupe Stanley avec moins de 9 joueurs francophones réguliers dans l'équipe. Les joueurs réguliers, là, dans ma façon de comptabiliser, c'est des joueurs qui ont joué au moins 20 matchs dans l'année pour voir, parce que souvent il y en a plus, mais ce n'est pas tout le monde qui joue toute la saison. Donc, on voit qu'à partir de 56 jusqu'en 79, donc 24 ans, il y a 15 Coupes Stanley du Canadien. Et à chaque fois, il y a des équipes avec énormément de francophones, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Avant, c'était beaucoup plus aléatoire. Dans les années 40 et 50, on voit qu'il y en a moins. Et la première Coupe Stanley gagnée en 1916, il y en avait 8. Vous dites, 8, c'est pas énorme, mais c'est parce qu'il y avait 12 joueurs dans l'équipe. Les équipes à l'époque n'avaient pas 20 joueurs comme aujourd'hui. Il y en avait 12. Puis après, ils sont montés à 14. Et ce qui est intéressant de regarder, parce que ça va nous mettre dans le bain que ce n'est pas l'équipe québécoise, mais l'équipe canadienne-française à l'époque. Regardez la provenance de ces 8 joueurs-là. Ils viennent majoritairement de l'Ontario. Pourquoi ils viennent de l'Ontario? Parce que le hockey a d'abord été développé dans le monde anglophone avant de pénétrer dans le monde francophone. Donc, la pénétration dans le monde francophone a été beaucoup plus lente
que dans le monde anglophone. Et donc, au début, ben, les vedettes francophones comme Édouard Lalonde, Newsy Lalonde, Didier Pitt du Québec, donc Cornwall. Donc, on voit que l'Ontario fournissait plus de joueurs francophones que les Québécois à l'époque, parce que le hockey s'est d'abord implanté dans le monde anglophone. Bien sûr, pour moi, c'est un avantage stratégique pour le Canadien de Montréal d'être une équipe francophone. C'est historiquement la seule équipe qu'on peut caractériser par francophone, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joueurs anglophones, entendons-nous, là. Mais c'est quand même un avantage. Il faut bien se rappeler que l'équipe francophone des Canadiens de Montréal a été constituée par un anglophone de l'Ontario qui s'appelait O'Brien et qu'il l'a fait parce qu'il voulait faire de l'argent, parce qu'il s'est dit, si je fais une équipe francophone, la rivalité entre les francophones et les anglophones va être incroyable. Il va y avoir des spectateurs et je vais faire de l'argent. Donc, c'est quand même fou de penser que les Canadiens de Montréal sont fondés par un Ontarien qui va négocier ensuite l'exclusivité des joueurs francophones pour son équipe, pour faire une rivalité avec les autres équipes. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y a aussi 3-4 équipes. Il y a 3-4 équipes à Montréal. Et il y a une équipe qui est composée d'Anglais, d'autres plutôt d'Irlandais. Donc, les compétitions ethniques, ça jouait pas mal à l'époque. Bien sûr, ça a changé au fil du temps. Le Canadien a perdu son privilège dans les années 30 d'avoir l'exclusivité des joueurs francophones, ce qu'il a eu pendant une quinzaine d'années. Bon, historiquement, donc, la seule équipe francophone, on peut mobiliser sa différence et son identité pour créer une dynamique d'équipe plus forte, hein, des francophones en Amérique du Nord, dans une mer d'anglophones. On s'appuie sur une foule, hein, des partisans qui se perçoivent de la même façon, une minorité francophone face à une majorité anglophone nord-américaine. Il y avait une communion très forte entre les joueurs et les partisans qui appelaient les joueurs à se surpasser. Et ça, c'est un avantage que le Canadien avait, que les autres n'avaient pas. Prenez Toronto, par exemple, bien, vous allez me dire, oui, Toronto, des anglophones, oui, mais Toronto n'avait pas l'exclusivité ou avait de la difficulté à garder les meilleurs joueurs ontariens ou canadiens, par exemple. Il faut se rappeler que Bobby Orr, un bon Ontarien, a fait sa carrière à Boston parce qu'on pouvait citer les joueurs et les joueurs canadiens étaient aussi attirés par les équipes américaines que Toronto, ce qui n'était pas le cas des joueurs francophones. Bon, la question aussi au cœur du bouquin, c'est est-ce toujours possible de miser sur cet atout d'être une équipe francophone dans un milieu encore nord-américain, anglo-saxon? Moi, je pense que oui. Puis j'ai essayé de vous montrer un petit peu pourquoi tout au long de la présentation. Maintenant, si on fait le bilan chez les Canadiens de Montréal, là, dans la période que j'appellerais contemporaine, donc après les années de gloire des années 50, 60 et 70, donc à partir des années 80, puis à partir du moment donné où on nomme Serge Savard comme directeur général. Quand Serge Savard arrive, il n'y a plus beaucoup de francophones dans l'équipe. En 1979, l'équipe, la dernière Coupe Stanley, donc 1979, l'équipe compte 12 francophones. Et quand Savard prend l'équipe, il en reste 6. Donc, pendant les premières années, Savard, il ne peut pas faire grand-chose, il y en a 6. Mais il va utiliser toutes sortes de stratégies pour en avoir plus. On est dans les années 80, hein, n'oublie pas, puis les années 90. Donc, la moyenne de ces 6 dernières années, c'est presque 11 joueurs francophones par équipe. Donc, il a réussi, lui, à avoir beaucoup de joueurs francophones par équipe et, il faut se le rappeler, il a gagné 2 Coupes Stanley, les 2 dernières du Canadien, en 86 et 93, encore une fois, avec une majorité de joueurs francophones dans l'équipe, avec un noyau francophone très fort dans l'équipe. Puis ensuite, si on regarde les autres directeurs généraux, ben Régent Houle, il est arrivé avec l'héritage de Savard, 7,6. Mais il ne faut pas oublier que Régent Houle a échangé Patrick Roy, Vincent D'Anfous, Pierre Turgeon, le noyau de vedettes francophones de l'équipe. Après, ça a été un peu plus compliqué. André Savard va aller en chercher des francophones, mais il va avoir de la difficulté à aller chercher des super vedettes. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Bergevin. Puis Bergevin est là depuis 2012-2013. Et les 5 premières années de Bergevin, il y en avait 3,4. Et puis, aujourd'hui, les 4 dernières années, il y a une moyenne de 3,5. Puis actuellement, avec l'équipe, il y en a 2. Philippe Danault et Jonathan Drouin. Donc, comment ça se fait? Évidemment, Pierre Boivin disait à l'époque, on est dans les années 2010, les autres équipes aussi les veulent, les joueurs francophones. Je comprends ça. Toutes les équipes veulent les bons joueurs, qu'importe qu'ils soient francophones, tchèques, russes. Mais pourquoi
Savard a réussi, puis les autres ont plus ou moins réussi après à conserver, puis ça s'est dégradé à partir de Guéné, deuxième règne de Guéné, deuxième partie de son mandat, parce qu'il avait échangé des francophones, puis on y reviendra. Puis Bergevin avait promis que, quand il a été nommé, on ne manquera plus de francophones qui sont dans notre cour arrière, avait-il dit. Bon, OK, on s'attendait à beaucoup de choses. Le résultat n'est pas très glorieux pour l'instant. Bien sûr, ce qu'il faut voir aussi, c'est la portion des joueurs francophones. Pourquoi je dis francophones? Surtout pour les années récentes, parce qu'il y a des anglophones au Québec qui parlent très bien français, qui s'identifient à l'histoire du Canadien, comme Torrey Mitchell qui a joué avec nous, Corey Crawford qui est à Chicago, Mike Miatulson qui joue ici dans la Ligue. Donc, ça existe des francophones au Québec qui ne sont pas d'origine canadienne-française. Donc, on est passé de l'origine canadienne-française, pour moi, à francophone. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des joueurs qui sont capables de communiquer en français, notamment avec le public. Si vous regardez ce tableau, vous voyez qu'en 1960, 50% des joueurs francophones jouent pour le Canadien de Montréal. Et ça représente 16,6% des joueurs dans la Ligue. En 70, c'est déjà à 32%, puis ça représente encore quand même 16,4% des joueurs dans la Ligue. Puis là, vous voyez, ça descend 19%, 16%, 8%, 9%, puis 6% pour le Canadien. 6% pour le Canadien, c'est en bas de la moyenne de la Ligue nationale, qui est à 7%. Au début, on est quoi? On a 3 fois plus que la proportion de la Ligue dans notre équipe. On tombe à 2 fois, puis là, on est rendu qu'on n'est même pas capable, à peine, capable d'avoir le même nombre de francophones dans la Ligue. Bien sûr, les gens vont dire, mais c'est parce qu'il y en a moins de francophones dans la Ligue. Moi, ce que j'essaie de voir dans ce tableau, c'est qu'il y en a moins, oui, l'origine des joueurs. On a vu que l'ouverture, puis c'est pas juste une ouverture, c'est une ouverture parce que les Européens ont développé énormément le hockey, surtout certains pays nordiques, notamment la Suède, la Finlande, mais aussi la République tchèque, la Russie. Donc, vous voyez la proportion de Canadiens anglophones qui était 80% en 1960, puis les Québécois étaient 16,6%. Après, il y avait un petit peu de diversité, mais à peine. Hein. Par exemple, 2,0 américains, puis européens, il y avait 0,6%. Stan Mikita, par exemple, qui est un Tchèque, qui joue pour Chicago. Fait que là, on voit que la proportion d'anglophones diminue, la proportion de francophones diminue, parce que les Américains sont en train de développer leur hockey de façon assez extraordinaire. Ils ont maintenant pas juste des bons joueurs de hockey, ils ont des super vedettes de hockey comme Austin Matthews. Et les Européens aussi sont en force, mais là, je regroupe plusieurs pays. Et donc, on voit que... Mais ce qui est important de regarder, c'est la dernière colonne. Pour nous dire qu'il n'y a plus de francophones. Pourtant, si vous regardez de 90 à 2020, la proportion n'a pas beaucoup changé. Une cinquantaine de joueurs par année, sauf un peu la décennie 2000, il y en avait un petit peu plus. Puis là, ce n'est pas des décennies que je mesure, en fait, c'est que je fais des photographies à tous les 10 ans. Et donc, en 2000, il y en a 77, mais donc, il y en a une cinquantaine toujours. Bien sûr, il y a 30 équipes, ou 32 équipes au lieu de 10 ou 12 ou 15, mais il y a quand même un bassin de joueurs francophones et le Canadien n'est pas capable d'aller en chercher, je ne sais pas moi, 15% de ses joueurs ou 20% de ses joueurs. Il est à 6% actuellement. Donc, pour moi, il y a un problème. Il y a des joueurs, il pourrait aller les chercher, il aurait pu aller les chercher, puis il ne l'a pas fait. Bon, puis évidemment, il y a toutes sortes de raisons. Je ne veux pas revenir, je reviendrai tantôt quand on regardera les stratégies des directeurs généraux. Maintenant, dans mon livre, j'ai soulevé une question. Si les francophones qui sont homogènes, tissés serrés, sont plus performants, une équipe homogène culturellement est-elle plus performante qu'une équipe qui n'est pas homogène culturellement? Puis nous, l'homogénéité à Montréal, c'est de mettre un gros noyau francophone puis avec d'autres joueurs autour. Puis ailleurs, c'est de mettre un gros noyau anglophone avec des joueurs autour. Puis donc, quand je dis élargir la question, je me suis penché sur un petit peu le monde du management, puis le monde du management de la diversité culturelle en particulier. Et dans cette littérature scientifique, j'ai mis un texte en bas, là, une référence. Est-ce que les équipes homogènes sont plus performantes au travail que les équipes non homogènes ou diversifiées culturellement? Donc, c'est des questions qu'on se pose en gestion. Puis la réponse qu'on donne, les deux formes d'équipe peuvent être performantes, mais pas nécessairement pour les mêmes tâches. C'est ce qu'on conclut dans ces études.
on attribue habituellement la supériorité aux équipes hétérogènes, qui peut être en termes de formation. Vous faites une équipe multidisciplinaire avec des ingénieurs, des managers, des économistes, etc. Puis vous êtes une équipe diversifiée par rapport à la formation académique, mais vous pouvez être diversifié culturellement aussi avec des gens de différentes cultures qui font partie de l'équipe. Ça peut être homme-femme. Bon, donc, le principe, c'est la diversité. Et quand c'est des tâches créatives, les équipes diversifiées sont très performantes. Et les équipes homogènes sont plus performantes quand les tâches sont routinières, qui demandent à peu près pas ou peu de créativité. Et donc, ce n'est pas un conseil qu'on donne, mais c'est une constatation qu'on a faite. Les équipes diversifiées culturellement sont supérieures dans les tâches de créativité et dans les tâches routinières. Et donc, comme on est dans un sport d'équipe, la question qui se pose dans un sport d'équipe, c'est quoi les tâches? Des tâches routinières ou innovatrices? C'est quoi au hockey? C'est quoi du Canadien? Quelle équipe de hockey, homogène ou hétérogène culturellement, sont les plus efficaces et les plus performantes? Donc, là, c'est d'essayer de jauger un petit peu la question de l'homogénéité culturelle versus la diversité culturelle en termes de performance, parce que là aussi, il y a une littérature. Et donc, pour faire ça, il faut d'abord se poser, est-ce que le hockey ou les sports d'équipe, c'est des tâches routinières ou créatives? Alors, moi, j'en ai conclu, là, j'ai quelques pages là-dedans dans mon bouquin, qu'un sport d'équipe implique un grand nombre de tâches routinières. Dans le fond, il s'agit de bien appliquer les principes de base du jeu. Faire une bonne passe, couvrir son homme, se replier, aider, supporter un coéquipier en difficulté. Donc, c'est tout écrit. C'est un cahier de charge que tous les coachs ils enseignent à leurs joueurs. Et c'est très routinier comme truc. Et on dit souvent, c'est l'équipe qui va mieux exécuter ces tâches routinières qui va gagner. Mais évidemment, il y a la question du talent aussi. Donc, les joueurs les plus talentueux ont toujours une marge de manœuvre dans l'équipe. On leur permet d'improviser. Mais il ne faut pas qu'ils défassent le schéma de base. Il faut que ça s'inscrive dans les routines de base de l'équipe. Parce que si le joueur est aussi talentueux soit-il, il n'est pas synchronisé avec le reste de l'équipe ou le reste de l'équipe est avec lui, ça ne va pas marcher. Et pour ça, on peut prendre de petits exemples historiques. Mario Lemieux, un des plus grands joueurs de son époque, les 6 premières années, l'équipe n'a pas fait des séries. Et la 7e année, ils l'ont fait et ils ont gagné la Coupe Stanley. Pourquoi? Il y avait un joueur talentueux, on a greffé d'autres joueurs talentueux, puis ils ont enfin pu former une équipe, un collectif, et être très performant. À l'inverse, quand Wayne Gretzky quitte Edmonton, il ne gagne plus de Coupe Stanley parce qu'il ne se retrouve pas nécessairement dans le même genre d'équipe, qu'il n'a pas nécessairement le même talent, mais aussi la question d'exécution est très importante. Comme il est écrit en bas, c'est qu'une fois que vous avez ces tâches routinières, vous avez des joueurs plus ou moins talentueux, là, ça dépend des équipes, bien sûr. L'important, c'est de créer une chimie d'équipe, une synergie entre les joueurs. Ça, synergie, c'est un autre terme qu'on trouve beaucoup en management interculturel, en disant qu'il faut créer une synergie culturelle pour que les gens de différentes cultures puissent travailler ensemble. Moi, je dis, c'est mon hypothèse qui est au cœur de ce chapitre, d'un chapitre du livre, cette chimie se construit autour d'un noyau de leaders et de joueurs talentueux. Et là, la question de l'homogénéité, de l'hétérogénéité, je la regarde à ce niveau-là, et non pas nécessairement au niveau de l'équipe. Je regarde, est-ce que les équipes ont des noyaux homogènes ou pas, point de vue culturel, dans la Ligue nationale de hockey. Puis en plus, qui gagne les Coupes Stanley? Hein? Alors, voici un petit tableau qui résume. Donc, dans la première colonne, vous avez la diversité qu'on retrouve, culturelle, qu'on retrouve dans les équipes. Et moi, la diversité, elle vient des joueurs qui sont non anglophones. Donc, elle vient des joueurs européens, elle vient des joueurs québécois francophones qui s'adaptent peut-être plus facilement, mais encore une fois, on va y revenir. Là, c'est une question qui est très, très délicate. Il y a même des livres qui ont été écrits là-dessus sur la discrimination au hockey. Et ce qu'on voit, c'est que je regarde le noyau après. Et le noyau, je l'ai composé de 5 joueurs. C'est un peu arbitraire. Ça aurait pu être 7, ça aurait pu être 3. J'ai mis 5, puis je me suis aperçu que dans bien des cas, c'était difficile de trouver le 5e leader, joueur important dans le noyau. Donc, c'est pour ça que je me suis contenté de 5, parce que dans certains cas, j'en avais 4 faciles, puis là, le 5e, c'était pas le plus compliqué de déterminer qui était le 5e. Là, ici, on parle de leaders, ceux qui sont identifiés comme leaders, puis comme talentueux dans l'équipe. Donc, les équipes qui n'ont pas une homogénéité culturelle dans leur noyau gagnent beaucoup moins la Coupe Stanley, 26,7 % du temps, que les équipes qui ont une homogénéité à 73,3 %.
Donc, 22 équipes. Puis ensuite, ben, j'ai montré en quoi consistait l'homogénéité du noyau. Puis bien sûr, historiquement, mais regardez, j'ai pris 90, donc à ce moment-là, il y a déjà pas mal de diversité dans la Ligue. La preuve, c'est que les équipes ont au moins 23,6 de diversité dans leur équipe. Bien sûr, le noyau anglo-saxon, 19 fois, c'est un noyau anglo-saxon qui permet de gagner la Coupe Stanley. Une seule fois, c'est un noyau européen, principalement suédois, c'est les Red Wings de Détroit, avec 4 joueurs suédois dans leur noyau de 5 joueurs, plus un joueur russe. Parce que là, je parle de dominance du noyau. Je ne parle pas à 100% de la même culture. Je dis, est-ce qu'il y a une dominance dans le noyau? Et Québécois francophones, dans cette période, 2 fois. Le Canadien de Montréal en 93, avec un noyau facile à identifier, Patrick Roy, Vincent D'Anfous, Éric Desjardins. Puis d'autres, là, il y en avait une dizaine dans l'équipe. Et l'autre, ben, peut-être c'est pas évident pour vous, mais c'est Tampa Bay. À l'époque, avec un gardien russe, mais avec des joueurs dans le noyau, là, qui étaient Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Dan Boyle. Dan Boyle, c'est un francophone de l'Ontario. Donc, un noyau francophone de leader. Autrement dit, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent parce qu'on peut s'attendre plus souvent dans le futur, peut-être avoir des noyaux autres qu'anglophones dominants dans la Ligue, mais ça reste quand même qu'il y en a, on a vu 8 fois, mais ce n'est pas la norme. Donc, je regarde le Canadien d'aujourd'hui, puis le Canadien aujourd'hui répondrait à la théorie qui veut qu'un noyau culturel soit homogène, c'est-à-dire que le noyau du Canadien aujourd'hui, les joueurs que je mets là, Carey Price, Shea Weber, Jeff Petrie, Brendan Gallagher et Philippe Danault, ben on a 4 sur 5 qui sont des Nord-Américains anglophones, donc un Américain en Jeff Petrie, 3 Canadiens. Donc, on a un noyau qui est essentiellement anglophone, avec un joueur francophone dont le statut aujourd'hui est déjà remis en question. Parce que probablement que le Nick Suzuki qui est dans la relève va se transférer de l'autre côté d'ici peu. Et donc, il n'y aurait plus vraiment de francophones dans le noyau. Jonathan Drouin pourrait en faire partie, mais pour l'instant, il n'a pas produit à la hauteur. Puis, il y a 2 anglophones, Toffoli et Anderson, qui produisent déjà plus que lui. Donc, ça regarde mal un petit peu pour ça. Puis, quand on regarde l'avenir, c'est les joueurs que le Canadien a repêchés les dernières années. Puis, qu'est-ce qui constituerait le noyau de demain? Bien, encore une fois, on aurait un noyau qui n'aurait pas de francophone à l'intérieur, avec un gardien américain qui s'appelle Caden Pruno, un défenseur russe, Romanov, un Canadien, Nick Suzuki, qui est le neveu en passant de David Suzuki, Jesperi Kotkaniemi, qui est finlandais, et Cole Caulfield, qui est américain. Donc, un noyau légèrement anglophone, de 3 sur 5. Ça, c'est le futur. Donc, dans le futur, on ne voit pas de noyau francophone non plus chez les Canadiens. Je reviens à mon objectif du départ. Avoir des joueurs francophones dans l'équipe, nécessaire et possible, nécessaire pour conserver ou rétablir cet avantage stratégique des Canadiens de Montréal, d'être la seule équipe de la Ligue avec un noyau francophone qui se soude à ses spectateurs et qui est toujours en guerre contre les autres équipes, qui est toujours dans une mission de prouver qu'on est une bonne équipe, que les francophones savent jouer au hockey, etc., etc. Puis, c'est possible d'avoir des joueurs québécois francophones par les moyens traditionnels. Là, je ne fais pas de révolution, mais je veux qu'on examine ça. Donc, si on examine les 3 moyens d'y arriver, c'est-à-dire le repêchage, on commence par le repêchage, ensuite, c'est les transactions, puis les joueurs autonomes. Le repêchage, bien, tout le monde le sait, c'est les premières rondes qui sont les plus payantes. Ici, j'ai un tableau que j'ai fait moi-même sur comment on établit qu'un joueur a réussi dans la Ligue nationale. Pour moi, je l'ai mis à 300 matchs pour les joueurs réguliers, puis à 200 matchs pour les gardiens de but. Si je le mets à 300 pour tous les matchs, imaginez-vous que Ken Dryden n'est pas dedans parce qu'il a joué 297 matchs. Autrement dit, les gardiens jouent moins parce qu'ils ne jouent pas tous les matchs. Et donc, il faut leur donner moins de matchs pour considérer qu'ils sont établis. Les spécialistes qui font ces études mettent souvent ça à 200 matchs. J'ai comparé mes données avec les leurs sur 200 matchs. Ça ne change pas beaucoup de choses, mais moi, je trouve ça plus solide sur 300 matchs que sur 200 matchs. Donc, ce que vous avez là, bien, ça dit que les joueurs repêchés en première ronde,
Ils ont 65 d'entre eux, dont les 2 tiers s'établissent dans la Ligue nationale. Puis aussitôt qu'on passe en deuxième ronde, le taux de succès tombe de la moitié à 32 dans le troisième ronde à 23 etc. Puis, au total, c'est 20 des joueurs de la Ligue nationale, 20 des joueurs repêchés qui vont avoir ce qu'on appelle une carrière dans la Ligue nationale. Donc, ce n'est pas beaucoup, c'est 1 sur 5. Mais donc, c'est important de repêcher dans les premières rondes pour avoir des joueurs qui ont des chances de percer dans la Ligue. Il y en a d'autres qui percent, mais ça reste très aléatoire. On ne sait pas pourquoi, mais il y en a qui ça marche, d'autres ça ne marche pas. Mauvaise estimation, maturité plus tardive, bon, il y a toutes sortes de raisons. Maintenant, dans le repêchage, il ne faut pas faire des erreurs. Et là, j'ai juste voulu illustrer que ça change la vie, le monde, si on fait une grande erreur, surtout quand on a des choix élevés. La plus grande erreur que le Canadien a faite dans son histoire, qui a chamboulé tout le début de la décennie des années 80, c'est qu'il a repêché Doug Wickenheiser à la place de Denis Savard. Bon, pour ceux qui, comme moi, étaient assez jeunes pour avoir vu jouer Denis Savard, moi, je l'ai vu jouer à Verdun à l'époque. J'allais le voir jouer, j'étais émerveillé. Et quand le Canadien a repêché Doug Wickenheiser, je me suis dit, my God, ce gars-là doit être bon. Ça n'a pas de bon sens. Pour qu'il ne repêche pas Denis Savard, je me suis dit, ça doit être un mélange de Jean Béliveau et de Bob Béhol. Parce qu'il est grand, il est gros, il est fort, il a le gros lancé. Ben, c'était une grave erreur qui a coûté le poste du directeur général du Canadien de l'époque, Rodman, qui va se faire montrer la porte quelques années plus tard. Mais regardez les statistiques, hein? 1200 matchs pour Savard, en gros, avec 1338 points en carrière. Ce sont 2 joueurs de centre, hein, il faut bien le dire. Et Wickenheiser, ben, 556 matchs, 270 erreurs monumentales, que le Canadien n'a pas respecté son identité en repêchant le meilleur francophone. Au niveau junior, ils avaient des statistiques identiques. On a bien du mal à comprendre. Ils ont choisi le gros joueur plutôt que le petit. Autre erreur monumentale, en 97, Martin Saint-Louis, puis vous verrez tantôt pourquoi c'est une erreur, ça va être évident, n'a pas été repêché, donc il n'y a pas de rang, il n'a pas été repêché. Il jouait aux États-Unis et ses compagnons de trio étaient Éric Perrin, qui va jouer 240 matchs dans la Ligue, et un dénommé Dominique Ducharme, qui est aujourd'hui coach du Canadien. Et c'est Calgary qui va lui donner sa chance en le signant comme agent libre. Autrement dit, les joueurs non repêchés, n'importe qui peut le signer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Martin Saint-Louis est allé voir Régent Hall, directeur général, puis il a dit « Donne-moi un contrat de la Ligue américaine, puis je vais te prouver que je suis bon. » Régent Hall, il a dit « On a assez des petits joueurs, on n'en veut pas d'autres. » Puis j'imagine qu'il ne croyait pas à son talent. Donc, Martin Saint-Louis s'est retrouvé finalement à Tampa Bay, où il a fait le gros de sa carrière. Vous voyez, il a joué plus de 1000 matchs dans la Ligue avec 1033 points, presque 1 point par match. Il a aidé une équipe à gagner la Coupe Stanley. Bon, grave erreur de part. Parce que si je dis que c'est une erreur, parce que savoir les signer tous ces potentiels francophones, on verra tantôt, qui n'avaient pas été repêchés en se disant je ne perds rien de les essayer dans ma filiale. Une autre erreur en 2003, le Canadien repêche au 40e rang Corey Quart, qui n'a jamais joué un match à la Ligue nationale, et il aurait pu repêcher au 45e rang Patrice Bergeron, que tout le monde connaît, un des meilleurs centres de la Ligue, qui joue encore, qui a plus de 1000 matchs. Puis en 2006, le Canadien a décidé de choisir un défenseur américain, David Fischer, qui n'a joué aucun match à la Ligue nationale, puis il a laissé passer Claude Giroux, qui joue encore et qui a 902 matchs dans la Ligue avec une belle fiche offensive. Vous allez dire, tout le monde fait des erreurs, c'est vrai, mais quand on a une identité forte, puis qu'on construit sa stratégie sur ça, puis ses décisions sont basées sur ça, et la stratégie du Canadien, c'est toujours dire, je prends les francophones les meilleurs, puis je construis avec ça. Ils ont dérogé pas mal à leurs règles, en 80 en particulier, mais beaucoup, très souvent depuis. Évidemment, comme j'ai dit tantôt, pourquoi le Canadien n'a pas de joueurs vedettes francophones? Bien, ils disparaissent aussi vite que n'importe quel joueur vedette. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes tchèque, russe ou qu'importe, on va venir vous repêcher Ovechkin ou Malkin ou Crosby ou McDavid ou Lafrenière. On va chercher le meilleur joueur. C'est évident aux yeux de tout le monde. Pour ça, il faut avoir les premiers choix. Si vous regardez le Canadien de 83 à 2020, il y a eu dans les 3 premiers choix seulement 2 fois. C'est-à-dire que 2 fois, il n'y a pas eu le premier choix, ni le deuxième. 2 fois, il y a eu le 3e choix. En 2012, il a repêché Galchenyuk. Ça ne s'est pas réalisé, concrétisé. Le pauvre est rendu à 6 équipes, je pense, maintenant. Il a été échangé souvent.
Et en 2018, il a repêché Jesperi Kotkaniemi. On va voir, le temps va nous dire si c'est un bon choix ou pas. Puis ensuite, des choix 4 et 5, mais le Canadien n'en a pas eu plus. Hein. Il y a eu Peter Swoboda dans les années 80 du côté, puis Carey Price, notre gardien de but, en 2005. Mais si on regarde le tableau globalement, le Canadien repêche très loin au repêchage plutôt que parce qu'il y a une bonne équipe juste au-dessus de la moyenne qui fait qu'il ne peut jamais aller repêcher les vedettes, qu'elles soient francophones ou non. Et là, il se retrouve à essayer de construire une équipe sans super vedette. Il s'entend, il y a vedette et il y a super vedette. Donc, les choix repêchage, parce qu'il a bien performé, il n'y a pas accès. Parce que dans le fond, c'est les moins bonnes équipes qui repêchent les premiers de façon générale. Là, il y a un système un peu plus complexe aujourd'hui, mais en gros, c'est ça. Maintenant, les deuxième et troisième rondes, on l'a vu, c'est quand même payant, 32 de succès, 25 en troisième ronde. Et ça a été une des stratégies de Serge Savard. Et là, je le compare aux autres, puis le contraste est assez important. Savard, pendant toutes ces années, sur 100 de ses choix, 50 de ses choix est un joueur québécois ou un joueur francophone. Si je dis francophone, parce que parfois c'est un Canadien français d'ailleurs. Bon. Donc, 18 sur 36. Et là, il va chercher un noyau important. Ou il va le faire 3 fois sur 10. 3 joueurs sur 10 vont réussir avec un taux de succès quand même impressionnant, hein, de 100 ça fait 30 Savard a quand même un bon taux de succès de 44 parce qu'oubliez pas que c'est des choix de 2e, 3e ronde et que la moyenne de ces choix de 2e et 3e ronde, c'est quelque part entre 25 et 30 autour de 30 Il y a un taux de succès de 44 Gainé va en repêcher 4 et Bergevin en repêche 3, lui, depuis 2012. Et aucun d'eux joue dans la Ligue nationale. Donc, aucun joueur francophone qui a été repêché par Bergevin en 2e et 3e ronde joue dans la Ligue nationale. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont tous des noms qui vont dire parfois, oh, francophone, oui, mais ça, c'est Tim Bozon, français. Son père a joué au hockey dans la Ligue nationale, puis Tim Bozon, le Canadien l'a repêché, puis il n'a pas percé. William Beaton, francophone, oui. Sa mère Doris Piché, championne de badminton canadienne, qui s'est mariée avec un anglophone, donc on a un bilingue, un biculturel ici. Et puis, le troisième, c'est Zachary Fucale, gardien de but, d'origine italienne de Montréal, mais qui n'a pas percé. Donc, Marc Bergevin n'a pas de succès, puis il repêche presque jamais de francophones en 2e et 3e ronde, puis ça part à repêcher beaucoup. Puis, bien sûr, c'est ces choix qui ont permis, les choix au repêchage Savard, de constituer son noyau au début dans les années 80 en particulier, avec Claude Lemieux, 26e, Momesso, 27e choix, Richer, 29, Patrick Roy, 51. Patrick Roy, il ne faut pas oublier, repêché en 3e ronde. Il y a des beaux joueurs dans les 2 et 3e rondes. Si vous voulez, on peut parler de Piquet Souban, on peut parler de Chevauder, on peut parler de plein de joueurs. Il y a des bons joueurs. Nous, on devrait cibler les francophones, je pense. Benoît Brunet, Éric Desjardins, bon, vous savez la liste devant vous. Et Savard a fait beaucoup de transactions pour aller chercher les joueurs francophones. Vous avez la liste de tous les joueurs francophones qu'il a obtenus et contre qui il les a obtenus. Certains ont eu du succès, d'autres pas beaucoup. Mais il faut quand même noter que Denis Savard, Vincent Danvaux, Pierre Turgeon, c'était des sacrés grands joueurs. Et il est allé les chercher par des échanges. Et que Quintal est un super défenseur avec le Canadien pendant plusieurs années, que Gingras et Daigneault ont aidé à la conquête d'une Coupe Stanley, c'est pas rien. Donc, il repêche plus de joueurs francophones où ça compte, 2e et 3e ronde. Il fait plus d'échanges pour avoir des joueurs francophones. Puis, il reste la question des agents libres. Il faut bien préciser ici, c'est important, que dans la Ligue nationale de Savard, les agents libres tels qu'ils existent aujourd'hui, ils n'existaient pas à l'époque. C'est-à-dire qu'un joueur n'avait pas le droit à l'autonomie après un certain nombre d'années, ce qui est le cas aujourd'hui. Où il avait le droit, je pense, à partir de 32 ans à un moment donné, mais au début, il n'avait pas, ensuite 32 ans. Maintenant, les joueurs peuvent avoir leur autonomie très souvent à 24-25 ans s'ils commencent à jouer très jeunes, à 18 ou 19 ans dans la Ligue nationale. Donc, les seuls agents libres qui existent à l'époque, les joueurs autonomes, c'est les joueurs non repêchés. J'ai dit tantôt que Régent Hall avait gaffé parce qu'il n'avait pas signé Martin Saint-Louis.
ça ne coûte pas cher de signer Martin Saint-Louis pour qu'il joue dans la Ligue américaine et qu'il prouve qu'il est un bon joueur de hockey, ce qu'il a fait ailleurs. Ça, c'est la liste des joueurs que a repêché Serge Savard au fil du temps. Pas repêché, signé comme agent libre. Donc, des joueurs qui n'ont pas été repêchés. Et j'ai mis en gras, c'est important, des joueurs qui ont eu une grande carrière dans la Ligue nationale. Une grande et longue carrière, surtout longue. Sylvain Lepère va jouer presque 1000 matchs d'un défenseur dans la Ligue nationale. Stéphane Lebeau a joué le 300 matchs dont il est question avant de décider d'aller jouer en Suisse parce qu'on payait plus pour aller jouer en Suisse. Il avait été échangé au Ducks d'Anaheim, je pense. Dans une des équipes là-bas, soit à San Jose ou Anaheim. Puis il a décidé de ne pas signer avec eux, puis de signer en Suisse pour aller faire la belle vie avec un meilleur salaire, bon, etc. Et Donald Brashear, qui est un peu un dur à cuire, un excellent patineur, un joueur qui sait jouer au hockey. Imaginez que Donald Brashear a joué plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas rien. Les autres ont joué plus ou moins de matchs. Comme vous voyez, ils ne sont pas nécessaires à avoir une carrière, mais Riendeau est à 8 matchs, par exemple. Il a joué 192 matchs comme gardien de but. Il en manquait 8, mais il a décidé lui aussi d'aller jouer en Europe. Souvent, quand les joueurs ne percent pas, qu'ils soient québécois ou anglophones ou qui se promènent entre la grande Ligue nationale et la Ligue américaine, ben, ils décident d'aller jouer en Europe, où souvent les salaires sont mieux que dans la Ligue américaine, les conditions de vie sont meilleures. Et là, les joueurs européens aussi. Là. Autrement dit, si on n'est pas un joueur bien établi dans la Ligue nationale, ben, il y a possibilité d'aller jouer dans les ligues professionnelles européennes. Puis bon, ça, c'est toujours intéressant. Maintenant, parce que là, je compare juste Savard, qui avait, je pense, de bonnes stratégies, puis à Bergevin, parce que je ne veux pas passer du temps sur les autres actuellement, parce qu'on a moins de temps. Mais si on regarde Bergevin, les joueurs francophones qu'il a repêchés, là, c'est toute la liste. Tantôt, je vous ai donné qu'il en avait repêché que 3 joueurs dans les 2e et 3e rondes, dans les rondes payantes, mais il en a repêché plusieurs dans les rondes tardives. Quand vous les repêchez dans les rondes tardives, ben, les chances qu'ils jouent dans la Ligue nationale sont pas mal plus faibles que si vous le repêchez aux 1e, 2e, 3e ronde, même 4e ronde, si vous voulez. Donc, vous voyez Tim Boson, comme j'ai parlé tantôt, Charles Ludon, Zachary Fucal, Jérémy Grégoire, Daniel Audette, Simon Bourque, William Bittin, Samuel Hood et Raphaël Harvey-Pinard. Là, c'est écrit 201, là, c'est plutôt 2021 2020 dans le cas de Pinard. Ah non, ça, c'est son rang, excusez. Je me perds dans mes propres diapositives. Donc, notez qu'aucun d'entre eux ne s'est établi dans les lignes nationales. Autrement dit, aucun des joueurs repêchés par le Canadien francophone a réussi à s'établir dans l'équipe du Canadien ou dans la Ligue nationale depuis que Marc Bergevin est en poste. C'est quand même gros, là. C'est quand même énorme. Le seul qui a passé près, c'est Charles Ludon, qui a joué une centaine de matchs avant de décider lui aussi d'aller en Europe pour poursuivre sa carrière, parce que dans le fond, il n'était pas très... il jouait de moins en moins souvent avec l'équipe, pour le dire simplement. Donc, les joueurs francophones, pas un grand succès au repêchage. Maintenant, bon, là, j'ai un problème avec ça ici. Maintenant, est-ce que Bergevin aurait pu en repêcher? Parce que c'est beau de dire qu'il n'en a pas repêché. Est-ce qu'il aurait pu repêcher? Donc, ce que vous voyez là, c'est une liste de joueurs qu'il aurait pu repêcher. Les joueurs francophones, je parle. Et des joueurs ceux qui sont en gras, jouent actuellement dans la Ligue nationale de hockey. Puis ceux des 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, on verra, on ne sait pas encore, ça ne fait pas assez longtemps, ils sont encore juniors ou ils jouent dans les filiales de l'équipe qui les ont repêchés. Donc, on verra pour ceux-là, mais si on regarde, puis j'ai retenu du début juste des joueurs qui ont percé, parce que j'aurais pu faire une liste aussi longue que les listes pour 2018, 2019, 2020, mais j'ai juste voulu montrer qu'il y en avait, qui avaient le potentiel de jouer dans la Ligue nationale. Cédric Paquette, qui est aujourd'hui rendu, après Tampa Bay, Ottawa, est rendu en Caroline, à la place de Brady Bale, qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Paquette joue depuis plusieurs années. William Carrier joue à peu près la même carrière qu'Arthurie Lekonen avec le Canadien. C'est un joueur de 4e trio. Bon. Anthony Duclair joue régulièrement dans la Ligue.
Il y a eu des bons moments, des moins bons moments, à la place de Connor Cripps. Mais ce qu'il faut savoir de Connor Cripps, c'est que quand le Canadien a repêché Connor Cripps, c'est un gros centre, costaud, il n'a même pas réussi à faire la filiale des Canadiens. Donc, il n'a même pas réussi à faire l'équipe de filiale. Il l'a envoyé dans une autre ligue, ils l'ont prêté, puis bon, sa carrière n'a jamais décollé. Donc, Duclair a déjà plusieurs saisons derrière la cravate. Cripps n'a jamais joué. Le Canadien aurait pu aussi repêcher Brendan Lemieux ou Nicolas Aubé-Kubel. Tous les deux jouent dans la Ligue nationale, avec les Rangers de New York, l'autre avec Philadelphie, à la place de Nikita Scherbak, qui a joué 3 matchs, je pense, dans 4 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien a repêché Anthony Beauvillier ou Jérémy Roy à la place de Noah Jolson. Jolson a de la misère à s'établir comme défenseur. Des problèmes de commotion cérébrale, de blessures à la tête. Mais ce qu'il faut savoir, puis je pense que c'est important, c'est que ce joueur avait déjà eu 3 commotions cérébrales juniors. Et donc, on prend une chance quand on pêche un joueur qui a eu des commotions cérébrales juniors. Puis Beauvillier, c'est un bon petit attaquant qui joue avec les Islanders de New York depuis plusieurs années. Maxime Comtois à la place de Ryan Poehling, par exemple. Comtois, il joue avec Anaheim. Puis, Poehling, attention, on verra. Puis ensuite, il y en a d'autres, là, puis là, ça se discute parce que c'est tous des prospects. Mais moi, ce que je regarde, c'est autour des repêchages, qu'est-ce que ça donne. Puis c'est sûr que Benoît-Olivier Groux, c'est à la place de Jesse Lennon, bon, ça aurait été une possibilité. Ou Xavier Bernard à la place de Alan McShane, ça aurait été une autre possibilité. Puis ensuite, je dis Samuel Poulin à la place de Cole Caulfield. Les experts de hockey vont me dire t'es fou, Caulfield a un gros potentiel, Poulin c'est un bon joueur, mais pourtant, mais bon, tout ça se discute, puis on va voir si ça va se concrétiser. Hein. Samuel Bolduc à la défenseur à la place de Jay Struble. Bon, donc, il y a toujours des joueurs francophones disponibles, mais semble-t-il qu'on ne les choisit pas. Là, j'ai mon interprétation, puis on en discutera si vous voulez, mais je pense que quand Trevor Timmins a manqué Claude Giroux en 2006, il l'a dit, il l'a avoué, c'est la seule erreur qu'il s'avoue très clairement. Au lieu de repêcher David Fischer, le défenseur que j'ai jamais joué, il dit « Je regrette de ne pas avoir repêché Claude Giroux. Il était dans notre liste, mais j'aurais dû le prendre. Je ne l'ai pas fait. » Je pense que c'est pour ça que le Canadien, 2-3 ans plus tard, va repêcher Louis Leblanc. Il ne veut pas faire la même erreur. C'est le même type de joueur, des petits joueurs, mais très offensifs. Il repêche Louis Leblanc, puis Louis Leblanc, c'est un flop. Puis depuis ce temps-là, on dirait que Timmins n'ose plus prendre de chance avec les joueurs francophones. Il a peur de se tromper. Parce que quand il se trompe avec un joueur francophone, il se fait critiquer. Quand il se trompe avec un joueur anglophone, il ne se fait pas critiquer. On n'entend jamais parler de joueur anglophone. Bon, regarde, c'est qui David Fischer? Moi, je vous en parle, mais qui se souvient de David Fischer? Mais de Louis Leblanc, dans les partisans canadiens, tout le monde s'en rappelle. Donc, je pense que Timmins et Bergevin ont beaucoup de mal à gérer cette question des joueurs francophones. Les joueurs francophones obtenus par voie de transaction sous Bergevin, on en a quelques-uns. 2 sont restés, ont joué régulièrement avec le Canadien. Ils continuent de jouer. C'est Philippe Danault et Jonathan Drouin. Mais les autres n'ont fait que passer. Bournival 1 an, mais c'est sûr qu'il a été blessé, puis ensuite il a été échangé. Torrey Mitchell a joué quand même 2 ans. Stéphane Matteau a joué pas très longtemps non plus. Donc, pas beaucoup non plus obtenus de francophones par transaction. Puis, les agents libres, il n'y a pas de francophone, de joueur bien établi qui est venu. Hein. Je disais qu'il bénéficie d'un avantage, lui, que les autres n'avaient pas, c'est-à-dire la possibilité d'embaucher des joueurs autonomes vedettes qui peuvent devenir des agents libres et signer avec l'équipe de leur choix à 25, 26, 27 ans dans la force de l'âge. Il n'y en a que signé 3 et les 3 étaient en fin de carrière. Il a rapatrié Francis Bouillon, qui avait joué longtemps pour le Canadien, puis qui avait été délaissé par Gagné, puis il a rapatrié Bouillon, qui a joué 100 matchs. Il est allé chercher Brière en fin de carrière, qui a joué une saison avant d'être rééchangé. Puis Marc Barberio, il a joué 56 matchs. Donc, ça soulève là, la grande question que plusieurs se posent. Est-ce que les joueurs vedettes francophones, quand ils sont agents libres, ils veulent venir jouer à Montréal?
Et ça, c'est une grande question. Et rappelez-vous, quand Gainé a essayé d'obtenir Daniel Brière, qui était plutôt dans la force de l'âge, puis que c'était entre Philadelphie puis le Canadien, qui étaient les deux équipes qui voulaient à tout prix l'obtenir. Les deux offraient un salaire de fou à l'époque, déjà, 8 millions, 8,5 millions. Bon, puis pourquoi Brière n'est pas venu? Puis là, je vais chercher dans mon bouquin des extraits, parce que, avant de chercher ces extraits, il faut que j'explique pourquoi il semble difficile d'attirer des joueurs francophones à Montréal par le biais des joueurs autonomes. Parce que les joueurs, surtout les vedettes, disent, si je vais à Montréal, toute la pression va être sur moi. Et si toute la pression est sur moi, je vais me faire huer si ça ne marche pas bien. Ça va être difficile à vivre. Et tous les francophones qui jouent avec le Canadien depuis quelques années subissent cette pression. Jonathan Drouin, on dit que c'est un échange raté, qu'on aurait dû garder le défenseur russe. Philippe Danault, c'est un succès, mais là, on commence à dire, là, il faudrait peut-être laisser la place à Suzuki. Mais Danault, c'était moins grave parce que quand il est arrivé ici, il n'est pas arrivé ici comme vedette, il est arrivé ici comme joueur de quatrième trio, puis il a fait sa place progressive. Donc, c'est très difficile pour les joueurs francophones de jouer à Montréal quand ils sont juste 2-3. Parce que toute la pression est sur eux, tous les projecteurs sont sur eux. C'est eux que les journalistes francophones interviewent beaucoup parce qu'ils sont... Quelle heure est-il, Samuel? Il est 12h52, Jean-Pierre. Shit. D'accord. Je conclus là-dessus. Que pour les francophones, puis si vous voulez, je donnerai, mais Patrick Roy a dit, pour que ça marche avec le Canadien, puis qu'on profite des francophones, il faut qu'on soit au moins 7-8 dans l'équipe pour qu'on prenne la pression en nous, qu'on se soutienne. Et Daniel Brière, à l'époque, avait choisi Philadelphie parce qu'il y avait plus de francophones à Philadelphie qu'à Montréal. Il dit, je m'en vais jouer avec les amis Denis Gauthier, Simon Gagné, etc. Donc, je conclus. Donc, sous Bergevin, aucune véritable stratégie pour doter l'équipe de noyaux de joueurs francophones. Résultat, il y a seulement 2 joueurs francophones établis sous son règne. Ce qu'il faut faire est pourtant simple, créer un cercle vertueux, repêcher les joueurs francophones pour faire un noyau, aller en chercher par des transactions pour gonfler le noyau. Et une fois qu'on a un noyau de joueurs francophones, les joueurs francophones agents libres vont vouloir venir à Montréal. Mais ils ne voudront pas venir s'ils sont les seuls, 1 ou 2 ou 3, avec toute la pression sur le dos. Et pour moi, Bergevin échoue complètement et le modèle à suivre, c'est celui de Savard qui avait réussi. Et Bergevin a les mêmes conditions que Savard avec à peu près le même bassin de francophones. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. J'ai l'impression qu'on aurait pu en prendre des heures et des heures. Merci pour la présentation. Puis d'ailleurs, beaucoup ont réagi dans la boîte de conversation avec des questions. Plusieurs questions ont été répondues au cours de la présentation qui a suivi. Je vais aller en sélectionner quelques-unes. Puis également, si d'autres veulent intervenir puis pouvoir dialoguer, parler, n'hésitez pas à lever la main là, dans l'onglet participants afin de prendre parole. J'irai d'une première question sur l'aspect peut-être stratégie, Jean-Pierre. Avec une intégration par l'ajout d'une franchise de la ECHL à Trois-Rivières et de la AHL à Laval, est-ce qu'il y a à long terme des dynamiques ou mécanismes qui permettraient à l'équipe de développer et construire une masse critique de joueurs francophones et un noyau francophone aux 3 niveaux? Bien sûr, puis ce qui est fou, c'est que ce n'est pas le Canadien qui le ferait nécessairement. Il y a une filiale pour le faire, puis il ne le fait pas dans sa filiale. Donc, oui, ça pourrait aider, parce que ça pourrait permettre à des joueurs francophones de se développer puis d'être remarqués par l'organisation. Mais là, on parle de joueurs qui ne seraient pas repêchés, parce que les joueurs repêchés, c'est une autre logique. Ça pourrait aider, il pourrait émerger 1 ou 2 joueurs. Ce n'est pas mauvais, ça pourrait aider. Super. Il y a plusieurs questions qui portaient aussi sur la notion d'être un joueur francophone dans le marché montréalais, là, notamment sur la pression supplémentaire que subissent les joueurs à Montréal, notamment quand ils sont en petit nombre, étant donné que l'attention se centre autour de quelques-uns. Il y a une question qui est à la fois large, mais qui est aussi d'ordre stratégique que je trouve intéressante. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les choisit pas? Pourquoi on ne les repêche pas? Oui, exact, au moment du repêchage. La logique de tous les recruteurs, de toutes les équipes de direction, c'est de dire on va choisir le meilleur joueur disponible, qu'importe son origine. C'est un principe contre lequel on ne peut pas vraiment contester. Mais moi, ce que je dis, c'est quand on regarde les statistiquement, les taux de succès,
on voit qu'en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième ronde, les taux de succès passent de 32 à 23, puis à 17 %. Ça veut dire que là, c'est très aléatoire. Et moi, ce que je dis, si le Canadien était sérieux, il réserverait, la plupart du temps, il peut y avoir des élections, mais il réserverait ces choix-là pour repêcher des joueurs, les meilleurs joueurs francophones du Québec et d'ailleurs pour se construire un noyau. Parce que c'est très aléatoire. Hein? Si vous faisiez le repêchage demain matin, Subban ne sortirait pas 43e ou chez Weber 49e, parce qu'il y a des joueurs. Bon. Mais si le Canadien essaie de tout attraper les meilleurs en pensant que lui est meilleur que d'autres pour recruter, alors que je pense qu'une fois qu'on traverse la première ronde, puis surtout déjà dès la fin de la première ronde, le milieu de la première ronde, ça reste très aléatoire. Mais si c'était aléatoire, il vaut mieux pourquoi ne pas concentrer sur les joueurs francophones. Je ne dis pas qu'il ne faut pas repêcher Jesperi Kotkaniemi, puisqu'il y avait le francophone le meilleur, était très loin dans la liste après. Mais je dis, quand on arrive là, en 2e, 3e ronde, on ne sait pas. Le fait de ne pas avoir repêché Claude Giroux, par exemple, qui est en fin de première ronde, ou Patrice Bergeron, qui joue dans la cour, le fait de ne pas avoir à l'époque repêché Christopher Le Temps, qui a été repêché 62e, ça me semble, je ne comprends pas. Mais pour moi, ça, c'est la première partie. La vraie question, c'est pourquoi ils ne le font pas. Bien, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur de se tromper et quand ils se trompent avec les francophones, ils se font tomber dessus, alors que quand ils se trompent avec les autres, ça passe complètement inaperçu. Donc, il y a une partie du public, mais il ne devrait pas s'occuper de ça. Savard ne s'occupait pas de ça. Savard, il signait le plus de joueurs agents libres possible, des gens qui avaient été repêchés pour dire allez jouer dans notre filiale, puis si vous êtes bon, vous allez faire la Ligue nationale. Ce que Bergevin ne fait pas. Ils s'en est fait piquer 2-3 récemment. Ils sont allés signer avec Tampa Bay parce qu'ils pensent que les francophones sont mieux accueillis à Tampa Bay qu'à Montréal. C'est quand même une autre chose. Donc, je pense qu'ils ont peur des réactions et qu'ils jouent conservateurs. Et là, ils ont un noyau très, très canadien-anglais. C'est pour ça que Bergevin veut gagner. Il a consolidé, ce noyau-là, puis il veut gagner avec ça. Il pourrait gagner avec ça. Ce n'est pas impossible, mais c'est complètement contre nature à Montréal d'essayer de construire une équipe qui n'est pas en communion avec sa communauté. Mais bon, c'est mon point de vue. Ce n'est pas le sien, à l'évidence. Ça fait très, très bonne intervention. J'ai vu que Éric, tu as levé la main. Oui, merci Samuel. Jean-Pierre, merci de la présentation. C'était très, très intéressant. Je vous invite à lire le livre. Il y a beaucoup plus de détails. J'ai vu que tu as été coupé à la fin pour le temps. Jean-Pierre, il existe, à ta connaissance, oui. Par exemple, je le sais que dans d'autres sports, là, par exemple le foot là, en Europe, le Barça a développé toute sa stratégie sportive et organisationnelle sur des valeurs culturelles. Là, puis là, c'est la Catalogne, puis là, on va essayer de créer une identité d'équipe. Puis là, finalement, c'était une équipe qui était en bas de classement. Puis en misant sur cette identité forte-là, ben, c'est devenu un club autant à l'extérieur du terrain que sur le terrain, très performant, parce que ça a créé un espèce que moi j'appelle le cercle vertueux. Est-ce que ce modèle-là, ce que tu proposes, dans le fond, c'est ça que tu proposes, d'avoir ce genre d'identité-là francophone, est-ce que ça existe dans le hockey? Est-ce que tu as déjà vu ça? Y en a-tu ailleurs? Pendant un certain nombre d'années, Détroit a été en avant des autres. Il a décidé à un moment donné de repêcher 50% de ses joueurs en Europe. Ils ont été les premiers à repêcher massivement en Europe. Ils ont réussi à gagner 2 Coupes Stanley avec un noyau européen. Parce qu'ils ont joué ce jeu, ils ont dit que les joueurs européens sont négligés. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire comme le foot. T'sais, Barcelone, il va chercher les joueurs à 14 ans, il les met dans son équipe, il les forme à la culture locale, culture barcelonaise, ensuite culture du club. Et tu remarqueras quand même que les 2 meilleures équipes d'Europe depuis pas mal longtemps, c'est Barcelone puis München, qui ont des joueurs allemands et des joueurs espagnols et catalans dans leur équipe. Mais ils peuvent le faire. Si le Canadien, parce qu'à l'époque, c'était ça le Canadien de Montréal. Les francophones qui ne parlaient pas anglais, ils n'allaient pas signer avec Toronto, avec Boston. Là. Si tu regardes la liste, parce que là, la Ligue a changé, mais si tu prends la liste des 100 meilleurs joueurs de la Ligue nationale, là, il y a un truc qu'on remet à jour chaque année. Moi, je l'ai pris à la fin des années 90. Toutes les francophones qui sont là, sauf 2, ont joué avec le Canadien. Toutes. Parce qu'il n'était pas pour signer avec une autre équipe. Le seul cas que je ne m'explique pas, mais il est mort, je ne peux pas lui demander, c'est Pierre Pilote. Pierre Pilote, c'est un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, il a joué toute sa carrière à Chicago. Comment ça se fait qu'il n'a pas signé avec les Canadiens? Les Canadiens l'ont peut-être manqué, remarque.
Ça arrive qu'on en manque. Puis l'autre, c'est Franck Boucher qui venait d'Ottawa, qui a joué avec les Rangers de New York. Et tous les autres jouaient avec le Canadien parce que c'était normal. Si les Canadiens n'avaient pas besoin de se forcer, les dépisteurs des autres équipes, ils ne parlaient pas français, puis ils n'allaient pas parler au gars à l'Immaculée Conception qui jouait sur la patinoire, qui s'appelait Maurice Richard en anglais. Ça n'avait pas de sens. Là. Fait que ça s'est fait comme ça. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'à travers le repêchage, à travers les transactions, puis les agents libres, tu peux reconstituer ça. On ne demande pas 20 joueurs dans l'équipe. Parce que la question que je posais au début, ça en prend combien pour que ça soit satisfaisant? Mais Patrick Roy le dit, ça en prend 7-8. Parce que s'il y en a un ou deux, ils ont toute la pression du monde. Si on est 7-8, on partage la pression. On s'entraide, on s'encourage. Quand il y en a un qui se fait taper dessus, comme Patrice Brisebois à l'époque, les joueurs, ils sont là pour le seconder. Mais si tu es Jonathan Drouin tout seul, puis tu te fais fusiller, c'est qui va aller te réconforter? Parce que je n'ai pas parlé tantôt, tu sais, des affaires culturelles, là. J'ai des trucs. L'ARAC, par exemple, qui sont allés chercher francophones, il était tellement populaire auprès des journalistes et des partisans qu'il dérangeait les joueurs vedettes de l'équipe. Puis Denis l'a dit, on se débarrasse de lui parce qu'il ne produit pas assez. Il n'était pas là pour produire, jamais il est là pour produire. C'est un gars qui est là pour protéger les joueurs. Et il dit, c'est une distraction dans le vestiaire. Quand Ribeiro, puis Théodore, puis Dagenet étaient une belle petite gang, puis qu'il y avait du plaisir, ça faisait chier Rivet, Koivu, etc., parce que le noyau de leader n'était pas clair. Puis c'est eux qui ont pris la porte, tu sais. Puis lui, Ribeiro a dit oui, mais il y avait la clique des Russes dans le Canadien, il y avait la clique des Anglais, il y avait les cliques des Canadiens français. Pourquoi c'est nous qui ont été mis à la porte? Ben, parce que c'est toujours, le projecteur va toujours être sur eux, donc ça en prend. Ça en prend 7-8. Moi, je dis 7-8. Mais tu sais, si tu es capable d'en avoir 9-10, tant mieux. Mais en bas de 7-8, ça va toujours être difficile pour un joueur francophone dans l'équipe, à moins qu'il soit un pousseux de rondelle, c'est le quatrième trio. Tu sais? Mais si c'est un gars qui est supposé produire comme Drouin, ben c'est pas évident parce que c'est comme la pression est plus forte sur lui que sur les autres. Je ne dis pas que les autres n'en ont pas de pression. Tous les joueurs ont de la pression. Mais la pression des médias francophones, du monde francophone, ça va être difficile. Et si tu ne fais pas cette équipe-là, puis moi, je pense que c'était possible de le faire, c'est toujours possible de le faire, ben, ça va rester un problème. Mais c'est sûr qu'il fait des joueurs locaux. Parce qu'au Québec, il y a beaucoup de francophones, mais est-ce qu'on est à Boston, les joueurs du Massachusetts, en Ontario, les Ontariens, est-ce que ça serait le même lot pour tous les joueurs locaux ou c'est vraiment une spécificité? Les Américains, prenons l'exemple des Américains, ils sont habitués la moitié, un Américain sur deux ne vit pas dans l'État dans lequel il est né. Ils sont habitués de se promener, ils s'identifient à la culture américaine. Bien sûr, localement, ils peuvent. C'est pas un problème. Pour les Canadiens anglais, ils peuvent se promener au Canada anglais sans problème. Fait que les équipes ne sont pas obligées. Ils aiment toujours avoir un joueur local, mais il n'y a pas plus de pression sur lui que sur les autres dans les autres équipes. Parce que c'est tous, entre guillemets, soit des anglophones ou des joueurs étrangers. Nous, c'est pas pareil. Parce que, je parle de francophones, puis je fais ça volontairement, parce que Claude Giroux, c'est un franco-ontarien, là. Puis Benoît Pouliot, puis Marc Méthode, c'est des franco-ontariens. Donc, il y en avait. Puis Jonathan Taze, c'est un franco-manitobain. Donc, il existe encore des francophones à l'extérieur du Québec. Puis, on commence à y avoir quelques joueurs européens. On a eu Cristobal Huet, qui était français à Montréal. Je pense que ça s'inscrit, c'est un peu comme l'Impact, je l'appelle encore l'Impact de Montréal, l'équipe de soccer. C'est rendu que l'Impact a plus de joueurs francophones que le Canadien de Montréal. Puis c'est des joueurs francophones qui viennent un peu partout, mais ça fait toute la différence. Vous allez avoir Hassoun Camara comme évité la prochaine fois. Hassoun Camara, il est à télé maintenant, il parle notre langue. Fait que c'est sûr que si tu fais une équipe avec des gens qui sont capables d'abord de te parler, puis pas faire juste dire bonjour, merci, là, ben, ça fait une différence. Regarde, moi, je regarde ça, là, puis j'essaie de trouver un seul joueur anglophone du Canadien qui a pris sa retraite à Montréal, puis qui est resté dans la communauté après. Un joueur canadien-anglais, là. Il n'y en a pas un. Puis pourtant, Raymond Bourque reste à Boston, Mario Lemieux reste à Pittsburgh, puis les autres restent. Mais c'est un petit peu ça, être une minorité, tu vois. Et donc, il faut cultiver ça. C'est précieux. C'est surtout un atout concurrentiel pour le Canadien. C'est sa marque identitaire, puis c'est un atout concurrentiel. Il devrait être capable d'aller chercher les joueurs francophones. Les joueurs francophones devraient avoir le goût de venir jouer à Montréal. Et là, ils ont-tu vraiment le goût, dans le contexte actuel, de venir jouer à Montréal? Pas sûr que la plupart ont le goût.
parce qu'ils savent que la pression va être énorme. Tu sais, il y a un ami de Dominique Ducharme qui a dit récemment, « Ah, j'aurais aimé ça qu'il ne commence pas sa carrière à Montréal, de coach. » Parce que c'est un coach francophone à Montréal, c'est sûr qu'il va y avoir plus de pression que s'il avait commencé ailleurs. Mais cette pression peut être positive si tu crées un environnement pour que ça soit positif. Et ça prend un certain nombre. Tu sais, la première évolution qu'a faite Bergevin, c'est tout le personnel, ou presque, était francophone. Ben, c'est beau, ça, le personnel francophone partout, les joueurs. Puis le Canadien continue de faire sa pub avec les grandes légendes francophones. Si tu veux tourner le dos à ça, ben dis-le, tourne le dos à ça. Mais ils ne diront jamais ça. On fait tous les efforts possibles. Mais non, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de stratégie du tout, du tout. Ils n'ont pas de plan pour avoir plus de joueurs francophones. S'il peut l'attraper en passant sur le marché, comme Jonathan Drouin, bien, il l'attrape. Mais il n'y a pas de stratégie. Savard en avait une. Savard en avait toute une stratégie. Il allait en chercher énormément. Puis il a fait une équipe. Tu sais, quand il a fini, il y avait 2 joueurs francophones. Il avait une bonne équipe, solide. Ça a été détruit pas trop longtemps après, mais bon. Donc, moi, c'est ce que je prêche, une culture d'entreprise sur une culture forte, francophone, l'identité, les légendes, etc. Mais il faut que tu repêches les joueurs. Ils vont se défoncer. Comment ça se fait que quand la première chose qu'a fait Bergevin, quand il était avec le Canadien, il a dit à Mathieu Delarche, prends ta retraite. Un joueur de 4e trio qui se défonçait, qui utilisait parfois le coach sur l'attaque à 5 pour faire du trafic devant les buts. Un gars qui était dévoué à l'équipe, il a dit, ben, on n'a plus besoin de toi. C'est pas. Il faut le remplacer par. Est-ce qu'il y a un joueur qui a fait la grosse différence sur le 4e trio dans l'histoire du Canadien? Non, je ne sais pas. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis Bergevin n'a pas cette sensibilité-là. Alors qu'on pensait qu'il l'avait quand il est embauché. Malheureusement, à l'évidence, il ne l'avait pas. Tout à fait, Jean-Pierre, je vais terminer avec une question-commentaire dans la boîte de conversation. Puis je pense que tu y répondais, là, mais je tiens quand même à le partager. En tant qu'équipe nationale, le CH n'a-t-il pas le devoir de contribuer à faire fleurir le hockey au Québec en repêchant des joueurs de la LHJMQ, notamment? Puis on faisait référence aussi à l'idée des modèles. Donc, la baisse n'est-elle pas attribuable au fait que les modèles québécois sont aussi de moins en moins nombreux dans la Ligue nationale? C'est ça. Ben, moi aussi, dans mon livre, je concluais sur une chose. Le Canadien investit beaucoup dans la communauté, le Canadien de Montréal. Puis je disais, mais pourquoi ils n'investissent pas dans les communautés ethnoculturelles en payant des abonnements, des équipements aux jeunes issus de la diversité culturelle qui ne rêveraient que de jouer au hockey dans le sport du Québec? Et ils n'ont pas l'argent. Et au lieu d'investir dans des causes qui sont belles, mais développe ta propre relève au Québec en investissant auprès des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer l'équipement, de se payer l'abonnement. Ça coûte très cher une saison de hockey. Mm-hmm. Puis, il y a plein de jeunes issus de la diversité. Tu sais, on prend Anthony Duclair, c'est un Haïtien, mais la seule raison pour laquelle lui a réussi à passer à travers ça, c'est que, si je ne me trompe pas, son père est un professionnel, il avait de l'argent. Et si tu n'as pas l'argent, donc, le Canadien pourrait facilement, c'est une des choses que je dis à la fin du livre, investir massivement dans la relève québécoise, dans les communautés les plus défavorisées, notamment dans les communautés culturelles. Crée ta relève, quoi. Puis ces gens-là vont avoir le goût de venir jouer pour toi. Puis peut-être qu'il faut que tu les repêches après, ça, c'est l'autre. Tout à fait. Jean-Pierre, je me permets un mot de la fin. Un grand merci pour la présentation d'aujourd'hui. Merci pour le partage. Merci à vous autres. Merci d'avoir accepté de venir présenter non seulement les résultats du livre, mais d'avoir mis à jour les données en date d'aujourd'hui afin de faire une comparaison. Très heureux de t'avoir aujourd'hui. Notre prochaine rencontre, elle, aura lieu le mardi 20 avril prochain, alors que nous recevrons, tu l'as mentionné tout à l'heure, messieurs Hassoun Camara, qui est un ex-joueur de l'Impact de Montréal, et monsieur Benoît Chalifou, qui vont présenter une conférence sur le sport et l'entrepreneuriat. Leur pari, ce qu'ils proposent, c'est que le sport de haut niveau offre des leçons ou des parallèles pour inspirer les jeunes entrepreneurs. Le lien d'inscription va se trouver dans la boîte de conversation à l'instant. Encore une fois, à tous, mais merci Jean-Pierre. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un courriel suivra. Vous pourrez revoir cette présentation dès demain à partir de notre chaîne YouTube. Un formulaire suivra quant à l'évaluation de la session de formation. On vous remercie d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir.